Bienvenue dans cet échange captivant avec Mademoiselle de Scudéry, une figure incontournable du grand siècle, dont l'œuvre et la pensée ont marqué l'histoire littéraire. Cette conversation, divisée en 3 parties, nous invite à explorer son parcours exceptionnel, depuis son enfance jusqu'à son influence sur les cercles intellectuels et politiques de son temps. Dans cette première partie, nous découvrons les origines et la formation de Mademoiselle de Scudéry. Elle évoque son enfance au Havre, marquée par la noblesse de sa lignée, mais aussi par les difficultés financières et la perte précoce de ses parents. Grâce à son oncle, elle reçoit une éducation érudite, dépassant largement les attentes pour une femme de son époque. Elle apprend les langues étrangères, la littérature, les arts et même des savoirs pratiques comme la botanique et la parfumerie. Nous plongeons ensuite dans sa relation avec son frère, Georges de Scudéry, un homme fougueux et ambitieux, avec lequel elle partage une passion pour les lettres et l'héroïsme littéraire. Leur collaboration intellectuelle les mène à Paris, où ils s'imposent dans les salons littéraires, véritable foyer de la pensée et de l'élégance mondaine du XVIIe siècle. Mais cette première partie ne se limite pas à son ascension, difficultés liées au titre honorifique de son frère, Marseille, où son frère est nommé gouverneur de Notre-Dame de la Garde en 1642. Ce séjour en Provence est une expérience marquante pour elle, entre fascination pour la ville cosmopolite et déception face à une société provinciale qu'elle juge moins raffinée que celle de Paris. Elle évoque avec humour et lucidité les coutumes locales, les figures marseillaises, ainsi que les difficultés liées au titre honorifique de son frère, qui préférait la littérature aux obligations militaires. Les anecdotes savoureuses s'enchaînent. Le voyage périlleux jusqu'à Marseille, la découverte du fort de Notre-Dame de la Garde, qui se révèle bien moins prestigieux que son titre ne le laissait penser, et les intrigues locales qui marquent ce séjour. Elle décrit avec un œil critique la vie mondaine marseillaise, contrastant avec l'effervescence intellectuelle des salons parisiens. Enfin, cette première partie nous permet de comprendre que Mademoiselle de Scudéry est une femme de lettres, mais aussi une observatrice fine et ironique de son époque. Son voyage en Provence l'aura enrichie en expérience et en matière littéraire, qu'elle réutilisera dans ses œuvres. Mais dès cette première partie, une évidence se dessine. Son cœur et son esprit restent irrémédiablement tournés vers Paris. Mademoiselle de Scudéry, c'est un véritable privilège de vous rencontrer et d'échanger avec vous sur votre vie et votre œuvre. Votre plume a marqué le siècle, et c'est avec un grand intérêt que nous souhaitons retracer votre parcours. Pour commencer, évoquons votre enfance. Je vous remercie de votre bienveillance. Et si mon modeste témoignage peut éclairer ceux qui s'intéressent aux lettres et à l'histoire, j'en serai fort aise. Mon enfance fut marquée par des événements aussi doux qu'amers. Je suis née au Havre, dans une famille noble, mais dont les revers de fortune nous apprirent très tôt que la grandeur ne se mesure pas uniquement aux titres et aux possessions. Parlons justement de vos origines. Votre famille est ancienne et semble porter une certaine fierté quant à sa noblesse. En effet, mon nom se rattache à une lignée qui remonte. Mes ancêtres ont servi dans les guerres, ont occupé des scudéries ou escudéries selon les époques, étaient établis en Provence, et nous avons toujours eu le souci de préserver le prestige de notre maison. Mon aïeul Jean Scudéry, par exemple, était un homme de son temps, dont l'union avec Marguerite Isnard témoigne d'un rang honorable, puisqu'elle fut dotée d'une somme fort considérable. Mais nous étions aussi des hommes et des femmes d'action. Nos ancêtres ont servi dans les guerres, ont occupé des charges respectables, et il est vrai que cette tradition militaire a marqué plusieurs générations de notre famille. Il est intéressant de constater que votre famille s'inscrit dans une longue lignée de serviteurs de l'État. Votre père, en particulier, semble avoir été un homme de guerre. Mon père, Georges de Scudéry, fut en effet un homme de valeur qui suivit la fortune du seigneur de Brancas-Villars. Il connut bien des batailles, défendit Rouen contre Henri IV et finit par s'établir au Havre où il servit sous l'amiral de Villars. Son engagement militaire montre bien qu'il ne s'agissait pas simplement d'un nom, mais d'une fidélité à des idéaux. À ce propos, votre famille s'est-elle toujours appelée Scudéry? Il semble que le nom ait connu plusieurs variations. Cela est vrai.
Les noms de famille, à cette époque, cette ascendance, tant elle était un élément essentiel aujourd'hui. Il semble que notre nom ait parfois été transcrit sous différentes formes, que ce soit escudier, escuyer ou même sanctifère en latin. Mais, à partir de mon père, nous avons adopté définitivement la forme scudéry, qui sonne plus noble et plus en accord avec notre rang. D'ailleurs, nous tenions à notre noblesse et à nos armes, et il ne nous serait pas venu à l'idée d'omettre cette ascendance, tant elle était un élément essentiel de notre identité. Malgré cette origine provençale, c'est bien en Normandie que vous avez vu le jour. Oui. Mon père, après une vie mouvementée, s'établit finalement en Normandie et y épousa Madeleine de Gousty-Mesnil, une femme de grande valeur. C'est ainsi que je vins au monde au Havre, après mon frère Georges. Nous avons grandi dans un milieu où la noblesse n'était pas seulement un titre, mais une exigence. Il ne suffisait pas de porter un grand nom, il fallait être à la hauteur de ce qu'il représentait. Justement, vous et votre frère avez suivi des chemins bien différents, malgré une enfance partagée. Mon frère et moi étions liés par une affection indéfectible, mais nos tempéraments étaient fort dissemblables. Il était fougueux, bravache, un peu emporté, tandis que j'étais plus réfléchi et plus réservé. Mais je ne peux nier que cette dualité nous a permis de nous enrichir mutuellement. Il m'a apporté une énergie que je n'aurais peut-être pas eue seule, tandis que j'ai tempéré certains de ses élans. Nous avons vécu ensemble jusqu'à ce qu'il prenne femme, partageant nos ambitions littéraires et notre goût pour la grandeur. On dit que vous étiez plus raisonnable que lui, mais que vous n'étiez pas dénué d'une certaine fierté. Est-il possible d'être insensible à la fierté lorsque l'on appartient à une lignée illustre et que l'on a conscience de la valeur de son travail? Oui, j'ai toujours défendu avec ardeur ce que je jugeais juste. Mais je crois que mon ambition était différente de celle de mon frère. Lui aimait le panache, les éclats, tandis que je cherchais à convaincre par la raison et par l'élégance des idées. Votre famille, bien que noble, a donc traversé des difficultés financières? Hélas, la noblesse ne préserve pas toujours des revers de fortune. Mon père, malgré ses mérites, ne laissa pas ses affaires en bon ordre, et ma mère, bien que digne et courageuse, ne tarda pas à nous quitter à son tour. C'est un oncle qui prit soin de moi après la disparition de mes parents. Il fut un homme d'esprit qui avait fréquenté les plus grandes cours et qui sut me transmettre un goût vif pour la connaissance et la réflexion. Cette éducation fut déterminante dans votre parcours. Assurément. Mon oncle veilla à ce que je reçoive une éducation digne de mon rang, mais aussi de mes aspirations. Il m'enseigna tout ce qu'une femme de qualité devait savoir, la danse, le dessin, l'écriture, mais aussi les langues étrangères et la littérature. Je fus avide de tout apprendre et je n'ai jamais cessé de nourrir mon esprit. L'éducation n'est pas seulement un ornement, c'est une clé qui ouvre toutes les portes. Mademoiselle, il semble que les romans aient tenu une place essentielle dans vos premières lectures. Comment décririez-vous cette influence sur votre esprit et votre parcours? Ah, monsieur, les romans furent dès ma jeunesse une source intarissable de délices et de réflexion. Dès que je sus lire avec aisance, je me plongeais dans ces récits qui ouvraient devant moi des mondes de grandeur, de vertu et d'émotion. Et je n'étais pas seule dans cette inclination. Il faut croire que mon goût pour ces lectures ne passait pas inaperçu, car mon confesseur lui-même s'en inquiéta quelque peu. Vous évoquez ici l'anecdote rapportée par Tallemant des Réaux, selon laquelle Père Gabriel, votre confesseur, vous aurait un jour retiré un roman qui vous captivait. En effet, ce bon père Gabriel, dans sa sagesse et son zèle, estimait que certains romans risquaient d'éveiller en moi des pensées trop frivoles. Il me prit donc un livre dont je tirais grand plaisir, pensant sans doute préserver mon âme de quelque danger imaginaire. Mais voyez comme la Providence est malicieuse. Au lieu de m'en détourner, il finit par m'en fournir d'autres qui, à vrai dire, n'étaient guère plus édifiants. Finalement, il en conclut que votre esprit était trop bien fait pour se laisser corrompre par de telles lectures et vous laissa libre de poursuivre vos découvertes. Voilà qui prouve, monsieur, que la littérature n'a pas d'autre péril que celui de rendre l'âme plus vive et plus éclairée. De fait, je ne me suis jamais laissé séduire par les romans légers ou dénués de sens moral. Je recherchais dans ses œuvres ce qui pouvait élever l'âme et lui inspirer de nobles sentiments. Et c'est ainsi que votre bibliothèque s'est enrichie d'œuvres qui allaient influencer votre propre écriture. Quels furent ces romans qui marquèrent votre jeunesse?
Vous touchez là un souvenir fort doux. Il est d'écrire des romans raisonnables, conciliant la beauté du monde. Dans une lettre adressée à M. Huette lors de la publication de son traité sur l'origine des romans, je lui confiais que les œuvres qui nourrirent mon imagination furent Théagène et Chariclée, Théogène et Charide, ainsi que l'Astrée. Ces récits, par leur richesse d'intrigue et la finesse de leurs personnages, m'ont donné l'idée qu'il existait une manière d'écrire des romans raisonnables, conciliant la beauté du récit avec la décence et l'honnêteté. Vous aviez donc déjà cette exigence d'un roman porteur de valeurs morales. Tout à fait. J'estimais que si un roman doit captiver, il ne doit pas pour autant égarer l'esprit. Il fallait une certaine élévation, une noblesse dans l'intrigue et dans les sentiments. C'est pourquoi, en lisant ces ouvrages, je pensais qu'il conviendrait d'y ajouter un peu plus de morale, afin de les éloigner de ces romans qui ne sont que des divertissements vains et parfois même nuisibles aux bonnes mœurs. Il est remarquable que vous soyez resté fidèle à ces lectures jusque dans votre grand âge. La passion véritable ne s'éteint jamais, monsieur. Même à 92 ans, ces romans qui avaient enchanté ma jeunesse conservaient pour moi tout leur attrait. N'est-ce pas d'ailleurs à ma demande que M. Huet me fit parvenir une lettre touchant Honoré d'Urfé et Diane de Châteaumorant? Je puis vous assurer qu'il n'est point d'âge où l'esprit doive se priver du plaisir d'une lecture enrichissante. Vous semblez avoir entretenu une relation constante avec la littérature, mais aussi avec les lieux et les traditions de votre famille. Une tradition locale rapporte que vous auriez, en 1620, accompagné votre frère en Provence sur les terres de vos ancêtres. Ah, ce voyage! Il est vrai que mon frère Georges fit le déplacement en Provence et qu'il y retrouva certains de nos parents, notamment notre grand-mère paternelle, une femme d'une longévité admirable puisqu'elle vécut 108 ans. Il est certain que Georges ne manqua pas d'y laisser son empreinte. C'est là qu'il composa ses premiers vers et qu'il adressa ses hommages à une demoiselle du pays, Catherine de Rouillère. Votre frère semble avoir cultivé un goût prononcé pour la séduction et l'art des belles lettres. Georges était un homme de passion, que ce soit pour les lettres ou pour les cœurs. Il savait manier la plume comme l'épée et usait de l'une comme de l'autre avec une égale ferveur. Pourtant, son caractère flamboyant et son ambition littéraire ne faisaient pas toujours l'unanimité. Il semble qu'il ait eu une estime de lui-même plus grande que celle que ses contemporains lui accordaient. Il est vrai que Georges avait une haute opinion de ses talents, parfois excessive, j'en conviens. Mais il ne faut pas s'arrêter aux railleries de ses adversaires. Mon frère n'était pas dénué de mérite, et s'il lui arriva de s'égarer entre le sublime et le ridicule, il sut toujours défendre avec ardeur ceux qu'il aimait. On raconte qu'il fit preuve d'une fidélité exemplaire envers ses amis, notamment en soutenant Théophile de Viau, alors persécuté. Absolument. Georges se piquait d'amitié avec une ferveur rare. Il aimait jusqu'à la dernière extrémité, dans la gloire comme dans l'adversité. Lorsque Théophile fut emprisonné, mon frère ne recula devant rien pour lui témoigner son soutien, allant jusqu'à affirmer « Je me pique d'aimer jusque dans la prison et dans la sépulture. Ce n'est pas un trait anodin, monsieur. À une époque où bien des gens sacrifiaient leur fidélité aux intérêts du moment, un tel attachement est digne d'éloge. » Cette loyauté se manifesta aussi dans une affaire qui aurait pu lui coûter une généreuse récompense de la reine Christine de Suède. Ah, cette fameuse chaîne d'or de 1000 pistoles! Je n'irai jamais l'autel où j'ai sacrifié. Je remis ce précieux présent à mon frère pour la dédicace de son poème Alaric. Mais voilà que le comte de la Gardie, qui y était loué avec faveur, tomba en disgrâce. La reine souhaita que son nom fût retiré du texte, ce que mon frère refusa avec une fermeté admirable. Sa réponse fut sans appel. Quand la chaîne d'or serait aussi grosse que celle dont il est fait mention dans l'histoire des Incas, je ne détruirai jamais l'autel où j'ai sacrifié. Georges n'était pas exempt de flatterie envers les puissants, mais il savait aussi, lorsque l'honneur l'exigeait, faire preuve d'une fidélité inébranlable. À ce moment de sa carrière, vous l'aviez déjà rejoint à Paris. Oui, j'y vins en 1639, ou peut-être un peu plus tôt, et nous vécûmes ensemble jusqu'en 1655. Cette période fut marquée par une profonde collaboration intellectuelle entre nous. Mon frère avait du talent, mais aussi des impulsions qu'il fallait tempérer. J'étais là pour veiller sur lui, corriger ses écarts, tant dans sa conduite que dans sa plume. On dit même que certains de ses écrits étaient en réalité les vôtres. Je ne dirais pas qu'il s'appropriait mes textes, mais il est vrai
que j'ai souvent prêté ma plume à ses projets. Nous avions une relation symbiotique, et il était naturel que mes premiers essais littéraires parussent sous son nom, sa réputation étant alors bien établie. Vous aviez pourtant déjà acquis une certaine reconnaissance, notamment dans les cercles littéraires. Mon frère me fit entrer à l'hôtel de Rambouillet, où j'eus le privilège de côtoyer les plus grands esprits de notre temps. Corneille, Voiture, Chapelain. Je n'avais encore rien publié, mais on me reçut comme une femme d'esprit, bien élevée, et, disons-le, comme une personne dont la condition modeste nécessitait quelques appuis. Votre correspondance avec des personnalités influentes témoigne de votre rapide intégration dans ces cercles. J'eus, en effet, le privilège d'échanger avec Charret de 12 bagues, une chandelière, Mon esprit était avide de nouvelles littéraires, philosophiques et même politiques. Je me souviens d'une lettre que j'écrivis en 1644 à mademoiselle Robineau, relatant un voyage à Rouen avec mon frère. Il me plut alors de peindre avec humour la physionomie et les travers des passagers du coche. Une épicière de la rue Saint-Antoine parée de 12 bagues, une chandelière rêvant d'aventures maritimes, un jeune étudiant plein d'ambition. Ce fut un exercice plaisant, et peut-être l'un des premiers où mon goût pour l'observation sociale put s'exprimer pleinement. Ce voyage avait-il un but particulier? Il s'agissait sans doute de régler certaines affaires de famille. Malheureusement, ces arrangements se soldèrent par un abandon total de mes parts d'héritage à mon frère. Vous lui laissâtes tout ce qui vous revenait? Oui. Georges, vous l'aurez compris, était plus habile à composer des vers qu'à gérer ses finances. Il était dépensier, et je compris vite que je ne pourrais compter que sur moi-même. Mais une nouvelle perspective s'ouvrait alors à vous. En effet, Paris offrait un univers foisonnant de possibilités, et ce n'était que le début d'une aventure littéraire qui allait donner naissance à des œuvres bien plus ambitieuses. Avant de parler de votre aventure parisienne, mademoiselle, votre frère Georges a obtenu en 1642 le gouvernement de Notre-Dame de la Garde à Marseille, une faveur que l'on attribue à l'intervention de la marquise de Rambouillet. En effet, c'est par l'entremise de cette grande dame que mon frère reçut cette charge. Pourtant, certains eurent à l'audace d'objecter qu'il était périlleux de confier un poste militaire à un poète. Il paraît que le ministre de Brienne émit quelques réserves à ce sujet. Oui, il craignait que mon frère, trop absorbé par ses vers et ses récits, ne s'acquittât pas convenablement de ses fonctions. Mais la marquise de Rambouillet trancha la question avec un trait d'esprit mémorable. Elle déclara que Georges ne voudrait jamais d'un gouvernement dans une vallée, car il lui fallait un poste à sa hauteur, duquel il pourrait contempler le monde en véritable maître. Une image digne d'un personnage de roman. Mais que représentait réellement ce poste de gouverneur? Ce titre pouvait paraître prestigieux, mais en vérité, Notre-Dame de la Garde n'était plus une place militaire d'importance. Certes, la position de ce fort lui avait conféré un rôle stratégique dans les troubles passés, mais à cette époque, il ne s'agissait plus que d'un poste honorifique, avec une maigre rétribution. Il semble que votre frère ait néanmoins tiré une certaine fierté de cette nomination. Oh, sans doute. Il ne manquait jamais d'ajouter à ses ouvrages le titre de gouverneur de Notre-Dame de la Garde, et parfois même celui de capitaine des galères du roi. Pourtant, il ne s'occupait guère de la gestion quotidienne du fort. Comme beaucoup d'autres gouverneurs avant lui, il laissait ce soin à un lieutenant. Malgré cela, il fallut bien un jour prendre possession de ce gouvernement. Cela ne se fit pas sans peine. Mon frère et moi entreprîmes le voyage vers Marseille en novembre 1644, après la mort du cardinal de Richelieu et du roi Louis XIII. Vous l'avez donc suivi dans cette aventure? Oui, et je puis vous assurer que ce fut une entreprise des plus éprouvantes. Nous avons manqué plusieurs fois de faire naufrage sur le Rhône. À plusieurs reprises, notre embarcation manqua de chavirer, tant les eaux étaient agitées. Mon frère, qui préférait l'épée à la rame, ne se sentit guère rassuré. Quant à moi, je me demandais si ce voyage vers Marseille n'allait pas se transformer en un aller simple vers l'autre monde. Cela n'a pas entamé votre esprit d'observation, à en juger par vos lettres de voyage. J'ai en effet relaté nos mésaventures à mon amie mademoiselle Paulet. À Avignon, nous avons accompli le pèlerinage au tombeau de l'Or et à la fontaine de Vaucluse. Mais j'avoue que ce qui m'a le plus frappé fut l'atmosphère d'Avignon elle-même, avec ses religieux intrigants et ses dames parées de toutes sortes d'affectations. Puis vous êtes enfin arrivé à Marseille. Oui, après avoir de nouveau frôlé la noyade. L'accueil y fut courtois,
et nous fûmes comblés de réceptions et de repas somptueux. Et pourtant, vous n'étiez guère séduite par la vie marseillaise. Que voulez-vous? Moi qui avais été formée au cercle raffiné de Paris, je me trouvais bien dépaysée parmi ces dames dont la conversation me semblait d'un ennui mortel. Comme je l'écrivis alors, je n'ai point l'esprit assez stupide pour m'accoutumer facilement à ceux qui le sont. Une franchise qui ne manque pas de piquant. Disons plutôt que je me languissais déjà des salons parisiens et des esprits brillants qui les animaient. Vous fûtes tout de même convié à visiter Notre-Dame de la Garde. Bien sûr. Mon frère installa un lieutenant en qui il avait toute confiance, et qui, heureusement, était un homme assez honnête et assez riche, ce qui facilitait bien des choses. Il nous y reçut avec tous les honneurs, après une messe célébrée au prieuré. Un lieu qui inspira votre frère. Naturellement. Il composa un poème de Notre-Dame de la Garde pour immortaliser l'instant. Quant à moi, j'évoquais dans mes lettres à mademoiselle Paulet la majesté du lieu et la vue imprenable qu'il offrait sur la mer. Mademoiselle, votre premier séjour à Notre-Dame de la Garde semble vous avoir laissé une impression marquante. Absolument. Ce lieu est d'une majesté incomparable. En arrivant, nous fûmes accueillis par le bruit des canons, ce qui ajoutait à la solennité du moment. Vous avez même décrit la vue depuis la place dans une lettre. Oui, comment ne pas être frappé par un tel panorama? D'un côté, nous avions Marseille et son port, avec les 22 galères dont on entendait les hautbois. De l'autre, une mer à perte de vue. Mais ce qui me surprit le plus, c'était ce contraste saisissant entre la richesse des bastides alentour et l'austérité du désert rocheux qui s'étendait au-delà. On sent que ce paysage vous a inspiré, mais vous et votre frère aviez aussi des préoccupations plus terre-à-terre. Il fallait bien. Mon frère tenta de faire inscrire Notre-Dame de la Garde sur les charges de la province, afin que son entretien soit pris en charge. Nous espérions que cela nous éviterait de trop lourdes dépenses personnelles. Votre frère, malgré son titre de gouverneur, ne résidait pourtant pas souvent sur place. Non, en vérité, il n'aimait guère quitter Paris et les cercles littéraires. Il se disait exilé sur ce rocher, loin de la vie intellectuelle qui lui plaisait tant. Il laissait donc la gestion du fort comme évoqué plus tôt à son lieutenant, un homme assez honnête et assez riche pour supporter les coups. Pourtant, vous y retourniez parfois. Par curiosité et par devoir. Une fois, j'y accompagnais des dames marseillaises impatientes de voir arriver le cardinal de Lyon et ses 4 chaloupes du grand-duc. Mais je dois avouer que la vie à Marseille me pesait. À vous entendre, il semble que la société marseillaise ne vous convenait guère. J'étais habituée au salon raffiné de Paris. À Marseille, les dames étaient nombreuses à vouloir me rencontrer, mais les conversations étaient d'un ennui terrible. J'avais l'impression d'être entourée de gens qui me rendaient visite uniquement par convention, et non par véritable intérêt. Vous aviez pourtant tissé quelques relations. Bien sûr. Certaines personnes étaient fort agréables, comme le chevalier de Malte Toussaint de Forbin-Janson, qui devint cardinal et ambassadeur, ou encore sa sœur, Renée de Forbin, épouse de Marc-Antoine de Ventaux, premier consul de Marseille. Renée de Forbin, une femme qui vous a inspiré pour le grand Cyrus, n'est-ce pas? Oui, elle apparaît sous le nom de Cléonisbe, et son époux sous celui de Péranius, prince de Phocée. Ce couple m'avait marqué par sa noblesse et son raffinement. Mais il y avait une autre femme qui attira particulièrement votre attention. Ah, vous parlez de mademoiselle Diodée, une demoiselle si érudite, qui parlait plusieurs langues et citait Zoroastre et Trismégiste à tout bout de champ. Elle semblait partager votre amour du savoir. En effet, elle était fascinante. Belle, intelligente, éloquente, mais quelque peu excessive. À Marseille, cela lui valut bien des critiques. Vous évoquez l'intolérance de la société marseillaise à son égard. Oui. La ville était conservatrice, et une femme trop savante y suscitait plus de méfiance que d'admiration. Je dus espacer mes visites pour ne pas attirer les foudres de la bien-pensance locale. Pourtant, vous sembliez très proche. Nous étions inséparables pendant un temps, mais tout bascula à cause d'une lettre. Que s'est-il passé? Mademoiselle Diodée était courtisée par un baron qui, après l'avoir longtemps séduite, s'en était détourné pour une autre femme. Un soir de bal masqué, alors qu'elle était déguisée en sultane, il reçut une lettre pleine de sous-entendus où il était question d'un esclave en fuite sous la protection d'une reine de Mauritanie. Et cette reine, c'était vous? Je le crois bien, oui. Mon teint légèrement basané m'avait valu cette comparaison. La lettre se voulait spirituelle, mais elle provoqua une jalousie furieuse. Ce fut la fin de votre amitié. Oui, elle coupa tout contact après cela. C'est bien dommage, mais ainsi va la vie. Mademoiselle,
Votre séjour à Marseille fut marqué par de nombreuses rencontres. Que pouvez-vous nous dire de la suite de votre amitié avec mademoiselle Diodé? Eh bien, après notre brouille, elle finit par contracter un mariage avec un certain sieur Scarron de Vore et vint s'installer à Paris. Il semblerait qu'elle se soit assagie, s'occupant de son ménage sans plus faire parler d'elle. Tout est bien qui finit bien alors. En parlant de votre séjour à Marseille, il semble que vous et votre frère profitiez de nombreuses excursions. Oh, tout à fait. Nous avons beaucoup voyagé dans les environs, et ces paysages ont nourri nos écrits. D'ailleurs, dans Le Grand Cyrus, nous avons décrit la ville de Marseille sous un jour fidèle. Une ville plus longue que large, avec un port admirable, mais dont l'architecture n'a pas la grandeur de Babylone ou d'Ecbatane. Et pourtant, cette description reste reconnaissable malgré les évolutions de la ville. C'est vrai. Les rues en pente, le port si vivant, tout cela demeure. Nous avons aussi beaucoup observé les alentours de Marseille. Ces contrastes entre les roches arides et les vallées fertiles, la profusion des oliviers, grenadiers, orangers, et cette lumière si particulière. Sans oublier le Mistral, ce vent si redouté. Ah, le Mistral. Impossible d'y échapper. Il fait plier les arbres les plus solides et donne au paysage ce caractère indomptable. Mais il fait aussi partie du charme de la Provence. Vous avez également visité plusieurs domaines alentours. Oui, le château des Pennes, celui de la famille Forbin, et bien d'autres. Nous avons aussi fait un détour par Aix, où mon frère fut aperçu dans l'allée des Lauriers des Capucins. Ce passage fut même consigné dans un journal de voyage. Effectivement. Ce n'est pas tous les jours qu'un poète-gouverneur attire l'attention. Mais au-delà de ces anecdotes, ce fut une époque de découverte, d'écriture et d'échanges intenses avec des esprits brillants. Votre séjour en Provence a donc marqué votre œuvre autant que votre vie. Absolument. La Provence est une terre de contraste, de beauté et d'inspiration. Et quoi qu'on en dise, même si Marseille ne m'a pas toujours été douce, elle reste ancrée dans mes souvenirs et dans mes romans. Vous évoquez même une ville de bain qui ressemble étrangement à un lieu réel. Tout à fait. Dans Le Grand Cyrus, et plus tard dans mes conversations sur divers sujets, j'ai décrit un endroit où se retrouvent plusieurs personnages dont les traits ne sont pas tout à fait imaginaires. Certains ont cru reconnaître Mademoiselle de Sablé sous les traits de Poly, cette dame de Corinthe qui, bien qu'admirable, tremble à l'idée de la mort. Et Aspasie et Diodote, s'agit-il de Ninon de l'Enclos et de votre ancienne amie Diodé? Peut-être. Mais laissez-moi garder un peu de mystère. Ce que je peux dire, c'est que ces figures féminines ont marqué leur époque, et que la société les jugeait parfois avec une sévérité injuste. On sent bien que, malgré vos descriptions élogieuses, vous n'avez jamais eu l'intention de vous fixer définitivement en Provence. En effet, Marseille était une ville intéressante, mais Paris restait le centre de tout ce qui comptait. J'y ai laissé mes amis, les cercles littéraires, et ce climat d'effervescence intellectuelle qui m'était si cher. Même en vantant la douceur de l'hiver marseillais, je ne pouvais m'empêcher de penser à Paris. Vous écriviez d'ailleurs que l'hiver en Provence ressemblait au printemps de Paris. C'était vrai. Tandis que Paris grelottait sous la glace, moi, je recevais des bouquets de jasmin et d'anémones en plein mois de décembre. Le soleil brillait. Les promenades sur le port de Marseille se faisaient comme dans les allées des Tuileries en été. Mais il y avait un prix à payer. Il fallait s'éloigner du cœur battant de la capitale. Vous aviez donc déjà en tête un retour à Paris? Disons que Marseille était une belle parenthèse, mais mon avenir, comme mes écrits, étaient liés à Paris. J'y avais tant à faire, tant à écrire, et surtout tant à dire sur ce monde qui évoluait sans cesse. Mademoiselle, il semble que même en Provence, vos pensées étaient sans cesse tournées vers Paris et vos amis de la capitale. Vous entreteniez une correspondance régulière avec eux. C'est exact. Paris restait mon monde, mon véritable foyer, même lorsque je me trouvais à des centaines de lieues de ces cercles lettrés. Je ne pouvais imaginer une existence loin de la vivacité intellectuelle qui s'y déployait. J'écrivais à mes amis presque quotidiennement, comme à Chapelain, et je suivais de loin les petits mouvements de la société. L'amitié, à mes yeux, a ses exigences autant que l'amour. Justement, votre correspondance avec Chapelain semble avoir parfois pris un ton aigre-doux. Oh, ces petites querelles épistolaires! Nous étions proches, lui et moi, et quand on est proche de quelqu'un, on se pique de ses préférences.
Il entretenait des rapports privilégiés avec certaines dames de la société parisienne, et je ne pouvais m'empêcher de lui en faire quelques reproches déguisés sous des traits d'esprit. Mais tout cela restait dans les limites du jeu social. Malgré votre absence, il est frappant de voir que vous restiez au centre de l'attention des grands cercles parisiens. Oui, et c'est ce qui m'a toujours conforté dans l'idée que ma place n'était pas ailleurs. Lorsque mes amis cherchaient à me trouver une position auprès des nièces du cardinal Mazarin, cela témoigne du crédit dont je jouissais encore à Paris, même depuis Marseille. Hélas, ce rôle ne me revint pas. Il fallait un nom plus prestigieux, et la marquise de Sénécet fut choisie. Mais je n'en nourris aucun ressentiment. Madame, vos lettres ont su capter l'essence même de la Provence et de Marseille sous le règne de Louis XIV. À bien des égards, elles surpassent les vers et la prose de votre frère en termes de réalisme et de finesse d'observation. Comment expliquez-vous cette différence entre vos styles? Mon frère écrivait avec grandiloquence, persuadé qu'un mot pompeux valait mieux qu'une phrase juste. Il avait le goût des discours héroïques et des idéalisations excessives. Moi, je voulais peindre ce que je voyais. Je ne cherchais pas à embellir, mais à traduire fidèlement les atmosphères, les personnages et les coutumes de la province. Loin des salons parisiens, Marseille offrait un spectacle bien différent. Une ville effervescente, peuplée de marchands, de navigateurs, de diplomates et même de corsaires. Vous avez mentionné ces aventuriers dans plusieurs de vos lettres et romans. Leur présence vous a-t-elle marqué au point d'influencer votre œuvre? Assurément. Marseille était un cas roman. Vous retrouverez ces figures sous des incidents. J'y ai rencontré des hommes au destin incroyable, des figures qui semblaient tout droit sorties d'un conte. Des Turcs parlant un français approximatif, des esclaves affranchis devenus négociants, des Espagnols ruinés cherchant à refaire fortune. Ces types humains, que je n'aurais pu observer dans les cercles feutrés de Paris, m'ont fasciné. Dans mes romans, vous retrouverez ces figures sous des noms héroïques, bassasses courageux, corsaires magnanimes, princesses orientales en détresse. Certes, j'ai brodé autour d'eux, mais ils ont bien existé sous une forme ou une autre. Pourtant, vous n'avez jamais vraiment quitté le cadre moral et idéalisé de vos récits. Vos romans restent empreints de vertu et de bienséance. Parce que je crois à la nécessité d'une littérature qui élève, et non qui abaisse. Si j'ai puisé dans la réalité, c'est toujours avec l'intention d'en extraire ce qu'elle avait de noble et d'édifiant. L'aventure pour l'aventure ne m'intéresse pas. Je voulais que mes lecteurs tirent des leçons de mes récits, qu'ils apprennent à reconnaître les grandes âmes, même sous les atours les plus inattendus. Mais ne pensez-vous pas que cette quête du noble idéal a parfois éloigné vos récits de la vérité? Sans doute. Mais c'est là tout l'art du roman. La vérité brute est parfois trop cruelle, trop triviale. Il faut la transfigurer pour en faire une matière qui inspire et non qui accable. Mes lettres, elles, conservent la spontanéité du quotidien, mais mes romans sont un art de la sublimation. Votre regard sur la province, notamment sur Marseille, est souvent lucide, parfois moqueur, mais toujours pénétrant. Vous avez décrit des mœurs bien différentes de celles de Paris. Marseille m'a amusé autant qu'elle m'a lassé. J'y ai découvert des usages provinciaux si éloignés de nos raffinements parisiens. Le cérémonial des visites, la place exagérée de la bienséance dans des cercles où la conversation manquait parfois d'esprit, les querelles locales qui prenaient des proportions absurdes. Tout cela m'a exaspéré et diverti à la fois. Vous avez pourtant maintenu une correspondance avec Marseille jusqu'à la fin de votre vie. Parce que, malgré ses travers, Marseille m'a marqué profondément. Elle représentait un monde bien plus vaste que celui des salons littéraires de Paris. Elle était une fenêtre sur la Méditerranée, un lieu de passage où se croisaient tant de cultures et de destins. Et puis, j'y ai laissé quelques amitiés sincères, bien plus que je n'aurais voulu l'admettre en quittant la ville. Peut-on dire que votre retour à Paris a marqué un tournant dans votre carrière littéraire? Absolument. Mon séjour en Provence m'a permis d'accumuler une matière précieuse que j'ai ensuite retravaillée dans mes romans. Mais surtout, il m'a fait comprendre que la reconnaissance littéraire ne pouvait s'obtenir qu'à Paris. J'étais impatiente de retrouver cette effervescence, ces débats intellectuels, cette vie de l'esprit qui me manquait tant. Pourtant, vous n'avez jamais vraiment renié vos années en Provence. Comment le pourrais-je? Marseille et ses environs m'ont offert une galerie de personnages et d'anecdotes que je n'aurais trouvées nulle part ailleurs.
C'est là que j'ai vu les contrastes les plus marqués entre la rudesse et la grandeur, la naïveté et l'héroïsme. C'est là que j'ai compris qu'il existait un monde bien plus vaste que celui que je m'étais figuré dans ma jeunesse. Et c'est ce monde que vous avez cherché à capturer dans vos écrits. Exactement. Et si mes romans n'ont pas toujours la précision du réel, ils en portent pourtant l'empreinte. Mademoiselle de Scudéry, vous avez traversé des époques et des lieux qui semblent avoir profondément influencé votre œuvre. Vous évoquez dans vos lettres et récits une Provence lumineuse et foisonnante, bien différente de l'effervescence parisienne. Quelle place occupe ce séjour dans votre mémoire littéraire? Ce fut un moment marquant de ma vie. À Marseille, des héroïnes nobles et des lieux évoquent paysages, de personnages et de coutumes qui m'a offert des sources d'inspiration intarissables. Cette ville cosmopolite, où se croisaient marchands, aventuriers, nobles provençaux et figures orientales, m'a fascinée par son mélange de raffinement et de rusticité. Dans mes romans, beaucoup de ces impressions se retrouvent. Des figures de corsaires généreux, des héroïnes nobles et des lieux évoquant les splendeurs méditerranéennes. Certes, je n'ai jamais cherché à décrire ces éléments avec une exactitude historique, mais je voulais qu'ils offrent une résonance universelle. Marseille semble avoir été un carrefour de culture et de destin. Qu'avez-vous vu là-bas que vous n'auriez pas pu observer à Paris? À Paris, tout est calculé, mesuré, codifié. À Marseille, les interactions sont plus spontanées. Vous avez des négociants levantins qui discutent avec des Provençaux, des dames de province qui cherchent à imiter les modes parisiennes tout en conservant leur propre accent et leurs traditions locales. C'était un tableau vivant et mouvant qui m'a permis d'élargir mon regard et de nourrir ma plume de scènes et de personnages que je n'aurais pu imaginer dans les salons feutrés de la capitale. Vous parlez avec affection des paysages provençaux. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Les contrastes, avant tout. D'un côté, je lisais dans mes descriptions, mais aussi dans les portraits de certes jasmins. De l'autre, les rochers arides, battus par le Mistral. Ces contrastes m'ont permis de penser la diversité humaine de la même manière. Des âmes rudes mais sincères. Des figures nobles dans leur simplicité. Des personnages qui ont enrichi mon imaginaire. J'ai également trouvé dans ces paysages une sorte de refuge moral. Ils m'ont offert une paix que je traduisais dans mes descriptions, mais aussi dans les portraits de certains de mes personnages féminins, empreints d'une dignité discrète mais profonde. Vous mentionnez souvent le rôle de votre frère dans cette période. Était-il un compagnon de réflexion littéraire ou plutôt un guide dans cet environnement nouveau? Mon frère et moi avons toujours eu une relation à la fois convois différente, mais complémentaire, et cette confrontation, nous avons beaucoup débattu, parfois avec une certaine chaleur, sur nos écrits et sur la manière de les aborder. Il voyait grand et noble, et parfois il s'égarait dans des envolées trop ambitieuses. Moi, je cherchais à rester proche des réalités que j'observais. Il voulait souvent tuer ses héros, et je m'y opposais avec ferveur. Ces discussions ont enrichi notre écriture commune. Nous étions deux voix différentes, mais complémentaires, et cette confrontation a nourri mon sens critique. Vos lettres de cette époque semblent bien plus ancrées dans le réel que vos romans. Pourquoi cette différence de ton? Mes lettres étaient une manière de capturer l'instant, de la rendre non seulement plus belle, mais aussi, elles ne cherchaient pas à embellir, mais à transmettre ce que je vivais. Les gens, les coutumes, les paysages. Mes romans, en revanche, visaient l'idéal. Ils étaient destinés à élever l'esprit, à inspirer des valeurs, à montrer une humanité transcendée. La vérité brute est parfois trop rude. L'art permet de la transfigurer, de la rendre non seulement plus belle, mais aussi plus signifiante. Malgré tout, on ressent dans vos lettres une grande nostalgie de Paris. Pourquoi cette attache si forte à la capitale? Paris est le centre du monde littéraire. C'est là que les esprits s'aiguisent, que les idées se confrontent. Même si Marseille m'a offert des impressions uniques, je savais que ma véritable place était à Paris, au milieu des cercles intellectuels. À Marseille, j'étais comme exilée, bien que charmée par la vie méditerranéenne. Mais je restais toujours tournée vers Paris, espérant y revenir pour m'y consacrer pleinement à mes écrits et retrouver mes amis. En 1647, vous avez finalement pris la route du retour vers Paris avec votre frère, un voyage qui faillit être marqué par une tragédie. Ah, cette rumeur absurde relayée par la Gazette. Imaginez la stupeur de mes amis
lorsqu'ils ont lu que mon frère s'était noyé en traversant l'Isère. Et puis, quelques jours plus tard, cette correction maladroite, où l'on admettait que l'information était fausse, mais où l'on confirmait tout de même les louanges qu'on lui avait faites. Mais cette aventure n'était rien comparée à celle qui vous attendait à Lyon. Vous voulez parler de cette méprise ridicule qui aurait pu mal finir? Absolument. Cette histoire de complot littéraire. Ah, quelle mésaventure! Nous étions à l'auberge avec mon frère, et comme toujours, nous discutions de nos personnages, de leur destin. Devions-nous faire mourir un héros? Si oui, comment? Poison? Meurtre? Un duel peut-être? Nous étions pris dans nos débats passionnés sans réaliser que notre voisin de chambre, un gentilhomme auvergnat, nous écoutait et interprétait tout cela à sa manière. Il crut que vous complotiez un assassinat. Et pas n'importe quel assassinat. Il pensa que nous parlions de faire mourir le roi. Vous imaginez le scandale? Ni une ni deux. Il alerta l'aubergiste, qui appela la justice locale. Nous avons été arrêtés sur le champ et interrogés avec le plus grand sérieux. Quelle fut votre réaction à ce moment-là? Je dois avouer que nous avons été d'abord stupéfaits, puis assez amusés en comprenant le malentendu. Mais les autorités, elles, ne riaient pas du tout. Elles nous demandaient avec gravité si nous avions mûrement réfléchi à notre projet. Mon frère répondit que oui. « Donc, vous aviez bien décidé de le faire mourir ?» demanda le juge. « Sans aucun doute, » répondit-il encore. « Par le poison ou autrement ?» Nous hésitions encore sur ce point. Plus vous répondiez, plus vous vous enfonciez. Exactement. Tout cela paraissait accablant, jusqu'à ce qu'il demande notre identité. Nous sommes monsieur et mademoiselle de Scudéry. Silence. Puis, illumination. Ils comprirent soudain que nous parlions de Cyrus et d'Ibrahim, pas de Louis XIV. Quelle histoire incroyable! N'est-ce pas? J'imagine encore la tête des juges en réalisant qu'ils avaient failli arrêter 2 écrivains pour haute trahison. Ce retour à Paris a donc été rocambolesque à souhait. Vous deviez être soulagé de retrouver enfin la capitale après de telles péripéties. Soulagé? Oh oui, et plus encore. J'avais quitté Marseille avec l'impression d'un long détour, une parenthèse dans ma vie. Mais Paris, c'était là où mon esprit trouvait son véritable espace. Mon retour fut comme une renaissance. À travers cet entretien, nous avons découvert les origines, nous permet d'entrevoir une personnalité à la fois majeure, notamment le grand Cyrus. De son enfance normande à son passage par Marseille et Notre-Dame de la Garde, en passant par son éducation raffinée et son lien indéfectible avec son frère Georges, elle nous a offert un témoignage passionnant sur son parcours et sur les contrastes entre la vie provinciale et les cercles intellectuels de l'époque. Cette première partie nous permet d'entrevoir une personnalité à la fois érudite, observatrice et profondément attachée aux valeurs de la littérature et de la conversation. Son regard critique sur Marseille et son désir de retrouver Paris montrent bien où son ambition trouve son véritable épanouissement. Dans la deuxième partie, nous explorerons sa vie parisienne et son rôle central dans les salons littéraires où elle fréquenta les plus grands esprits de son temps. Nous nous attarderons également sur ses œuvres majeures, notamment Le Grand Cyrus, et sur l'impact qu'elles ont eu sur la littérature et la pensée du XVIIe siècle. Rendez-vous prochainement pour la suite de cet échange fascinant.